Merci Caroline. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert opération immobilière consacré à l'actualité du droit de la construction. Au cours des derniers mois, la Cour de cassation a rendu un certain nombre de décisions concernant notamment la responsabilité décennale, l'assurance dommage ouvrage, la garantie des vices intermédiaires, etc. Sur le plan réglementaire, on peut relever la publication de l'ordonnance du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction. Afin de faire le point sur les apports de ces nouveaux arrêts de cette ordonnance, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Cyril Croix, avocat au sein du cabinet LMT Avocat. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présent à ce nouveau rendez-vous consacré à l'actualité du droit de la construction. Comme cela vient de vous être indiqué, ce webinaire aura comme à l'accoutumée deux parties. Une partie consacrée à l'actualité jurisprudentielle et une seconde partie consacrée à l'actualité réglementaire. S'agissant de l'actualité jurisprudentielle, j'ai relevé 9 décisions rendues par la Cour de cassation ces derniers mois qui concernent effectivement différentes problématiques liées au droit de la construction que nous avons l'habitude de rencontrer dans le cadre de nos dossiers, à savoir donc des questions de responsabilité décennale, les questions de réception judiciaire, de forfait et des questions également d'assurance. Donc, nous allons commencer par la première décision que j'ai sélectionnée et qui m'a semblé intéressante d'évoquer avec vous. C'est une décision rendue par la Cour de cassation le 13 juillet 2022 et qui porte sur la question des préjudices immatériels lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d'être mobilisée. Cette décision a effectivement un intérêt certain dans la mesure où elle fait bien la distinction entre ce qui relève de la responsabilité des constructeurs et ce qui relève des garanties des assureurs en responsabilité civile décennale, en faisant une distinction sur ces deux catégories. J'ai débuté cette décision en rappelant bien évidemment le principe du droit civil concernant le principe de la réparation, qui est celui de la réparation intégrale. Un arrêt de 1954 nous définit le principe de la réparation intégrale comme étant de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce qui signifie que la victime ne doit pas bénéficier d'un avantage, mais doit se retrouver dans la situation identique, sachant que ce principe n'est pas appliqué à la lettre de la même façon par les juridictions administratives. Nous cantonnerons à la décision rendue par la Cour de cassation en l'espèce. Ce principe, donc, en matière de responsabilité civile décennale des constructeurs, permet de faire en sorte que les dommages matériels sont bien évidemment indemnisés et les dommages immatériels consécutifs au désordre décennal, et y compris le préjudice immatériel de jouissance, doit également être indemnisé pour la victime. La décision rendue est portée sur la question de savoir si un préjudice économique résultant de l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage du fait des désordres entrait dans le champ de la garantie décennale. Le cas soumis concernait des travaux qui avaient fait l'objet d'une réception, mais les travaux n'étaient pas achevés, rendant impossible l'allocation du bien telle qu'elle était destinée par le maître d'ouvrage. Donc, la Cour d'appel a estimé dans un premier temps qu'effectivement les travaux de reprise des désordres devaient être réparés, mais qu'en revanche la perte de loyer liée à l'impossibilité de louer le bien en l'état n'était pas indemnisable. La Cour d'appel a effectivement indiqué dans son arrêt, en application de l'article 1792 du Code civil,
Celle-ci, donc la victime, ne peut prétendre au titre des désordres à l'indemnisation des préjudices économiques qu'elle invoque dès lors que ceux-ci, générés par le non-achèvement de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Donc la Cour d'appel a fait une distinction entre la réparation des désordres et les préjudices liés au défaut d'achèvement de l'ouvrage. La Cour de cassation a infirmé la décision, l'arrêt rendu par la Cour d'appel en reprenant le principe, à savoir que tout dommage matériel et immatériel consécutif au désordre de l'ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du Code civil. Donc, ce qui veut bien dire que les constructeurs sont tenus d'indemniser la totalité des préjudices liés au désordre de nature décennale, et y compris en matière d'inachèvement lorsque la réception a été prononcée. La distinction qui est importante et qui est faite par la Cour de cassation dans cette décision concerne effectivement le distinguo entre ce que les constructeurs sont tenus d'indemniser et ce que l'assurance obligatoire est quant à elle tenue de garantir. Si la totalité des conséquences relève de la garantie des constructeurs, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance construction obligatoire, laquelle n'intègre pas les préjudices immatériels. En effet, l'assurance civile décennale obligatoire ne porte que sur les désordres matériels. C'est la seule garantie obligatoire. Donc, la Cour de cassation rappelle bien ce distinguo entre l'obligation à laquelle les constructeurs sont tenus d'indemniser la totalité des préjudices consécutifs à des désordres de nature décennale et les garanties obligatoires qui ne portent que sur les dommages matériels et sur la réparation de l'ouvrage. Bien évidemment, l'assurance obligatoire ne comprend donc pas les préjudices immatériels, mais il est bien évidemment possible pour un constructeur de souscrire une garantie facultative prenant en charge les conséquences immatérielles des dommages garantis. Donc voilà, cette décision de la Cour de cassation rappelle bien le distinguo entre responsabilité civile décennale des constructeurs et obligation de garantie des assurances qui ne portent que sur les garanties obligatoires, à savoir la reprise des désordres. Seconde décision rendue par la Cour de cassation, troisième chambre, le 29 juin 2022, sous le numéro 21 17 919, mérite également d'être abordée au titre de ce webinaire, puisqu'il concerne un cas assez peu fréquent qui concerne le dommage ou le désordre dont la cause, dont l'origine reste indéterminée. Alors, on sait que l'article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité. Ainsi, le maître de l'ouvrage ou tout bénéficiaire des garanties décennales biennales est dispensé d'avoir à rapporter une quelconque faute des constructeurs. Si la faute des constructeurs n'a pas à être rapportée, en revanche, il appartient au maître d'ouvrage d'établir un lien d'imputabilité entre le fait du constructeur et le dommage. Alors, la question a été de savoir qu'est-ce que l'imputabilité. On a pu définir l'imputabilité par une décision notamment rendue par la Cour de cassation le 13 juin 2019, lorsqu'il est démontré que les constructeurs ont contribué à la réalisation de l'ouvrage ou à la partie de l'ouvrage dans lequel les dits désordres trouvent leur siège. Donc, l'imputabilité peut être définie de la façon suivante, c'est l'existence d'un lien entre l'intervention du constructeur et le désordre. C'est bien évidemment tout cela distinct de la notion de faute. En l'espèce, il s'agissait d'un incendie d'une installation photovoltaïque dont l'origine est demeurée indéterminée, et ce, malgré des investigations poussées dans le cadre d'une expertise judiciaire. Alors, dans cette hypothèse-là, les constructeurs ont tenté de faire valoir que l'absence de connaissance de l'origine du sinistre pouvait être assimilée à la cause étrangère au sens de l'article 1792, exonérant les constructeurs de leur responsabilité. Alors, l'absence de cause est-elle assimilable à la cause étrangère? La Cour de cassation a jugé
que non, que la cause étrangère n'était pas assimilable à l'absence de cause. En effet, la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locataire d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ce que rappelle la Cour de cassation. La Cour de cassation poursuit en indiquant que l'incendie qui avait détruit les bâtiments avait trouvé son origine dans l'installation photovoltaïque que la société avait été chargée de réaliser, même si la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre. Ainsi, en l'absence de cause étrangère établie, la responsabilité décennale des constructeurs se trouve bien engagée dans le cadre de ce sinistre. Donc, en conséquence, et un cas assez rare, mais qui a le mérite d'être soulevé par cette décision, la cause inconnue n'est pas assimilable à la notion de cause étrangère en raison de l'imputabilité existant entre l'intervention du constructeur et le désordre. Nous poursuivrons ce webinaire pour une décision du 13 juillet 2022 rendue sous le numéro 21 16 408, une décision assez importante et qui comporte deux parties, deux sujets qui sont traités dans cette décision. La première partie concerne la notion d'immixtion fautive. On l'a rappelé, que la responsabilité des constructeurs peut être écartée totalement ou partiellement en cas d'immixtion du maître d'ouvrage, laquelle peut être assimilée, elle, à une cause étrangère. Pour retenir cette exonération totale ou partielle, les conditions suivantes sont nécessaires. Il faut que le maître d'ouvrage se soit réellement immiscé dans l'opération de construction, c'est-à-dire un acte positif d'intervention auprès des constructeurs. Il faut que cette immixtion soit fautive et que le maître d'ouvrage, ça c'est la dernière condition, les trois étant cumulatives, que le maître d'ouvrage soit notoirement compétent en matière de construction. Bien évidemment, la notion de notoirement compétent en matière de construction est sujet à discussion dans de nombreuses décisions. La décision commentée traite de la question de la compétence d'une société civile immobilière. Et nous sommes confrontés régulièrement à cette intervention de maître d'ouvrage dans de nombreux dossiers de construction, les SCI étant régulièrement maître d'ouvrage de travaux de construction. La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si donc la SCI est un maître d'ouvrage notoirement compétent. La Cour d'appel avait jugé que l'objet social de la SCI, comme c'est fréquemment le cas, étant d'acquérir, de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, était suffisant pour faire de ce maître d'ouvrage un maître d'ouvrage notoirement compétent. Et ce, malgré le fait que la SCI était composée de deux personnes, deux particuliers. Donc, pour la Cour d'appel, la SCI est notoirement compétente au vu de son objet social qui porte effectivement sur la construction de biens immobiliers. La Cour de cassation a affirmé cette décision au motif que les statuts d'une SCI ayant pour objet d'acquérir et de construire tous biens immobiliers et d'en assurer la gestion ne suffit pas à caractériser la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage. Cette décision est assez classique, mais ce qu'on peut tirer comme conséquence de cette décision, c'est que finalement, on se rend compte que c'est un petit peu, il va falloir apprécier au cas par cas ce dont peut être la qualité des gérants membres de la SCI. Mais la position classique de la Cour de cassation distingue l'objet social d'une société civile immobilière et sa réelle connaissance permettant de qualifier le maître d'ouvrage comme étant notoirement compétent. Donc, en l'espèce, notre SCI n'était pas notoirement compétente, ce qui permettait au maître d'ouvrage d'échapper à une part de responsabilité. Alors, je vous ai mis une décision contraire, c'est-à-dire une décision rendue par la Cour de cassation le 16 juin 2016 qui reconnaît l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage. Alors, je vous l'ai mise parce que les termes de cet addendum sont très importants, puisque pour que la Cour de cassation reconnaisse l'immixtion fautive, il y a de nombreux éléments qui sont retenus.
Il suffit de lire l'attendu. Donc, que la SCI, dont la compétence technique était notoire, avait assuré la maîtrise d'œuvre en dirigeant sous son autorité toutes les entreprises, sans mettre à leur disposition les plans ou documents techniques nécessaires à leur mission, et sans leur permettre de conserver la moindre liberté dans l'exécution des tâches non précisément déterminées qu'elle leur avait confiées, et qu'elle avait volontairement, par souci d'économie, donné aux entreprises des instructions contraires au permis de construire, aux règles de l'art, etc., etc. Et donc, la Cour de cassation, dans cette décision, un petit peu exceptionnelle, relève la qualité de maître d'ouvrage notoirement compétent et une émission fautive, mais les actes sont effectivement très caractérisés par la Cour d'appel et repris par la Cour de cassation dans cette décision un petit peu à l'écart. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, une ESCI n'est pas en principe notoirement compétente, sauf exception comme l'arrêt du 16 juin 2016, étant précisé que, bien évidemment, les juridictions administratives ont tendance, quant à elles, à reconnaître plus régulièrement l'émission fautive du maître de l'ouvrage de par sa qualité de personne publique qui bénéficie souvent de personnel suffisamment formé en matière de construction et reconnaissent donc plus souvent l'émission fautive du maître de l'ouvrage que les juridictions judiciaires. La deuxième partie de cette décision concerne la question de la démolition d'un bien. Dans notre cas soumis à la Cour de cassation, j'ai fait un petit rappel des faits très succinct, à savoir qu'une SCI avait acquis au sein d'un lotissement sur lequel était édifiée une ancienne villa. La SCI a fait démolir l'ancienne villa et a fait édifier un bâtiment d'habitation collectif comportant 6 logements avec piscine. Il n'était pas contesté par le maître d'ouvrage que la nouvelle construction était objectivement non conforme aux stipulations du cahier des charges du lotissement. En effet, le cahier des charges du lotissement autorisait des constructions d'une largeur et d'une longueur maximale de 30 mètres sur 30 mètres. En l'état, la construction dépassait largement les règles fixées par le cahier des charges du lotissement. Donc, les voisins se prévalant du cahier des charges ont sollicité, sur le fondement de l'article 1143 du Code civil qui était applicable au présent litige, donc antérieur à la réforme de 2016, se fondait donc sur l'article 1143 du Code civil pour solliciter la démolition du bien aux frais de la SCI, au motif que la construction était contraire aux règles du cahier des charges. Antérieurement à l'entrée en vigueur donc, de l'ordonnance de 2016, portant réforme du régime général de la preuve et des obligations, la Cour de cassation, dans des cas exactement identiques, jugeait que toute construction édifiée en violation du cahier des charges devait faire l'objet d'une démolition. Et ce, quelle que soit l'importance finalement du manquement par rapport aux règles du cahier des charges. Pardon. La démolition était ordonnée systématiquement, indépendamment du coût que cela avait pour le maître d'ouvrage. Or, dans la décision commentée, celle-ci opère un revirement. Alors, je mets un revirement, mais on pourrait parler d'un nouveau sens jurisprudentiel, à savoir que la sanction de la démolition en cas de non-respect du cahier des charges du lotissement n'est plus systématique. En effet, la Cour de cassation a introduit un nouveau concept qui est l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers. Dans notre décision, la Cour de cassation a donc jugé que le coût de démolition était largement supérieur au préjudice subi par les voisins, que la démolition dans ces cas-là était totalement disproportionnée, que les voisins étaient uniquement fondés à solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Donc là, on a vraiment un changement par rapport à la jurisprudence antérieure. On peut se demander d'où vient ce jugement, d'où vient cette décision, cette décision de la Cour de cassation totalement contraire à sa jurisprudence antérieure. Il faut savoir que la notion de disproportion manifeste retenue par la Cour de cassation dans cette décision évoque les dispositions du nouvel article 1221 du Code civil qui, lui,
est postérieure à la réforme de 2016. En effet, ce nouvel article 1221 dispose désormais que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Alors, on voit en l'espèce que la Cour de cassation ne pouvait pas appliquer cet article 1221 du Code civil puisqu'il n'était pas applicable au moment de l'édification du bien litigieux, mais que s'il n'était pas applicable, la Cour de cassation en a manifestement appliqué les grands principes ou s'en est inspiré pleinement, créant ainsi une nouvelle jurisprudence effectivement très importante en cas de non-respect du cahier des charges au sein d'un lotissement. Donc, démolition n'est plus systématique comme elle l'était auparavant. Donc, voilà une décision très commentée et qui fait qui aborde deux sujets très importants, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et la notion de démolition. Donc, une décision très importante. Une nouvelle décision rendue également par la Cour de cassation le 13 juillet 2022 sous le numéro 19-20-231 concerne le régime des éléments d'équipement. On a eu l'occasion de revenir sur de nombreuses décisions à ce sujet-là, le principe étant désormais acquis que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ou non d'origine ou installés surexistants relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Donc ça, c'est vraiment le grand courant depuis 2017, à savoir que des éléments d'équipement dissociables peuvent relever de la garantie décennale si les désordres qui l'affectent rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Donc, ce principe, rendu par une décision du 14 septembre 2017, venait déjà confirmer une première décision rendue le 15 juin 2017 en ce sens. Donc, on voit par ces deux décisions une extension du domaine de la garantie décennale aux éléments d'équipement dissociables qui étaient normalement soumis à la garantie de bon fonctionnement, ce qui a valu à certains auteurs la qualification de la notion de quasi-ouvrage aux éléments d'équipement dissociables. Donc cette décision, ce sens et cette extension du domaine de la garantie décennale aux éléments d'équipement dissociables est également appliquée par les juridictions administratives. Je vous ai mis un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, administrative d'appel de Bordeaux, en date du 7 juillet 2016, l'arrêt ayant jugé qu'en principe, le dysfonctionnement d'un groupe électrogène ne rend pas un ouvrage impropre à sa destination, car considéré comme un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, mais lorsque ce désordre affecte un élément de sécurité essentiel pour le fonctionnement des équipements de ce bâtiment, où sont dispensés des soins et où sont accueillis des patients, celui-ci est de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Voilà, donc un principe retenu par les deux ordres de juridiction. Toutefois, si ce principe existe désormais, il y a quand même une limite à cette extension. La limite étant que ce régime ne s'applique que si les éléments d'équipement dissociables ou non ont vocation à fonctionner. Effectivement, on parle de garantie de bon fonctionnement et les juridictions avaient oublié que les dommages devaient résulter d'éléments d'équipement ayant vocation à fonctionner. La Cour de cassation rappelle cette décision-là en jugeant que pour condamner monsieur et madame sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plâtre sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. C'est ce qu'avait jugé la Cour d'appel. La Cour de cassation poursuit en indiquant que, en statuant ainsi, alors qu'un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant ne sont pas destinés à fonctionner, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. Donc, on parle maintenant de caractère inerte des éléments d'équipement, lesquels ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
ce qui écarte effectivement de nombreux désordres qui antérieurement pouvaient être garantis, qui vient réduire de nouveau le champ de la garantie de bon fonctionnement, laquelle ne concerne donc que les éléments destinés à fonctionner. J'ai repris les attendus de la Cour de cassation qui chapeautent cette décision-là. Ces conclusions étant très, très limpides, rédaction très claire de la Cour de cassation, les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792.3 du Code civil, c'est-à-dire dans un élément destiné à fonctionner. On a, et on verra peut-être dans un prochain webinaire, une décision rendue par la Cour d'appel de Grenoble le 6 septembre 2022, donc tout récemment, qui, malgré les décisions particulièrement claires rendues par la Cour de cassation, a jugé dans un sens totalement différent, en jugeant de plus, dès lors que les dommages concernent l'existant et non la piscine elle-même, ce sont ces dispositions, à savoir la responsabilité contractuelle qui s'applique et non la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil. Fort à parier que cette décision fera l'objet d'un pourvoi et que si la Cour devait confirmer ces décisions, cette décision sera cassée. Voilà, donc un principe rappelé systématiquement par la Cour de cassation, la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les éléments dissociables destinés à fonctionner. Une nouvelle décision rendue toujours par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2022 sous le numéro 21-18-304 qui concerne la réception et l'existence de désordres apparents. On sait que le caractère apparent ou non de désordre doit s'apprécier au regard du caractère décelable ou non pour un maître d'ouvrage profane. C'est une décision rendue par la Cour de cassation le 6 juillet 2010. La qualité de professionnel du maître de l'ouvrage ne permet pas de retenir le caractère caché du désordre si celle-ci est de nature à lui permettre de déceler la non-conformité à la norme concernée. En l'espèce, on avait un maître d'ouvrage qui était professionnel de la conception immobilière et plus particulièrement professionnel dans des opérations de construction liées à la santé. Et le cas soumis à la Cour de cassation était le non-respect de certaines règles d'accessibilité. La Cour de cassation a jugé, et c'est un petit peu en écho finalement avec la décision relative à la SCI, que le maître d'ouvrage était un professionnel de la conception immobilière averti des prescriptions légales et réglementaires et qui ne pouvait donc pas soutenir que la non-conformité alléguée était cachée pour lui à la réception. Donc, lorsqu'il y a vraiment une spécificité technique particulière du maître de l'ouvrage, celui-ci est censé connaître l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires qui s'appliquent à la construction de son bien. Et il ne peut se retrancher derrière l'obligation de conseil qui pèse sur le maître d'œuvre ou sur le contrôleur technique pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Donc voilà, le caractère apparent des désordres s'apprécie au regard du professionnalisme ou non du maître d'ouvrage. Une nouvelle décision rendue cette fois sur la notion de réception judiciaire. Une décision rendue par la Cour de cassation le 15 juin 2022 sous le numéro 21-13-612. J'ai rappelé effectivement la définition qui n'émane pas du code, mais qui émane de l'ensemble des décisions qui étaient rendues sur ce point, à savoir que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserve. Il existe trois formes de réception. La réception express telle qu'elle est définie à l'article 1792-6 du Code civil. La réception tacite qui est une création jurisprudentielle, qu'elle n'était pas définie à l'article 1792-6 du Code civil. Et enfin, la réception judiciaire. La réception judiciaire, deux principes la dirigent. À savoir que la réception judiciaire ne peut pas être prononcée lorsqu'une réception express est intervenue. On aurait pu être tenté, si on contestait la date d'une décision de réception prononcée par un maître d'ouvrage, un entrepreneur pourrait contester cette réception et tenter de la faire requalifier par le juge. La Cour d'appel et le principe étant que lorsque
que c'est la volonté du maître d'ouvrage qui prime, et c'est la seule et unique volonté qui prime. Donc, lorsque la réception expresse est prononcée, il n'est pas possible de solliciter une réception judiciaire. Le deuxième point, c'est que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si les travaux sont en état d'être reçus, c'est-à-dire que l'ouvrage doit être habitable, et ce qui ne signifie pas forcément que les travaux soient achevés. Donc ça, on a la réception judiciaire, donc la nécessité du caractère habitable de l'ouvrage. On est loin, et c'est totalement différent de la réception tacite qui est retenue lorsque le maître d'ouvrage a caractérisé une volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage en payant ou en prenant possession. La réception judiciaire est quant à elle donc définie, reconnue lorsque l'ouvrage est habitable. La question qui a été posée dans le litige soumis à la Cour de cassation, un ouvrage peut-il être habitable lorsque l'entreprise en charge des travaux a abandonné le chantier? La Cour d'appel d'Agen avait jugé que la réception judiciaire est possible si certaines parties de l'ouvrage étaient habitables, et ce, malgré l'abandon du chantier. La Cour de cassation a jugé, quant à elle, par motif adapté, la Cour d'appel a retenu que l'immeuble était bien clos et couvert, les huisseries posées au moins dans leur presque totalité, et que les travaux à terminer, hormis les reprises des désordres et malfaçons, pour permettre une occupation même rudimentaire de la maison, étaient peu importants par comparaison aux transformations et aménagements déjà réalisés. Dans ces conditions, la Cour de cassation a validé la position de la Cour d'appel en jugeant que le caractère habitable d'un ouvrage pouvait être tenu, même si les conditions d'habitabilité sont rudimentaires et que les travaux restant à faire sont de faible ampleur par rapport à ce qui a d'ores et déjà été réalisé. Donc, ce qui peut avoir un avantage pour les maîtres d'ouvrage qui cherchent à solliciter l'application des assureurs en garantie décennale, qui opposaient souvent l'abandon de chantier pour refuser de caractériser une réception qui est la condition à l'application de leur garantie. La Cour de cassation dit peu importe que l'ouvrage demeure inachevé et même peu habitable ou dans des conditions rudimentaires, la réception judiciaire peut être prononcée dans cette hypothèse-là. Et ce, malgré un abandon de chantier. Donc, vraiment une décision importante en matière d'abandon de chantier et de mise en œuvre des garanties des constructeurs dans cette hypothèse, assez fréquente. Une décision rendue en mai, le 25 mai 2022, par toujours la Cour de cassation, troisième chambre, qui concerne le paiement de travaux supplémentaires en cas de marché à forfait. Il y a lieu de rappeler que l'article 1792 du Code civil subordonne la qualification de marché à forfait à la réunion de 4 critères, à savoir que le contrat doit être passé avec le propriétaire du sol, il doit avoir pour objet la construction d'un bâtiment, selon un plan arrêté et convenu avec le maître d'ouvrage et pour un prix fixé globalement et définitivement avant la conclusion du contrat. Si l'entreprise ne peut pas réclamer le paiement de travaux qui ne figure pas sur le marché de travaux forfaitaires régularisé avec le maître d'ouvrage, pour prétendre un tel règlement, ces travaux supplémentaires doivent impérativement avoir été autorisés préalablement et par écrit et leur prix convenu avec le maître d'ouvrage. Ça, c'est la jurisprudence classique, à savoir une autorisation préalable et écrite du maître de l'ouvrage qui permet au titulaire, à l'entreprise, de solliciter le paiement de travaux supplémentaires. Et au surplus, il doit effectivement s'agir de travaux supplémentaires, c'est-à-dire d'une modification de l'objet du marché. Des travaux complémentaires tels que des travaux non prévus par l'entreprise mais nécessaires à la réalisation d'ouvrages, conformément aux règles de l'art, ne sont pas considérés comme des travaux supplémentaires. La question est de savoir que doit-on juger lorsqu'un maître d'ouvrage a objectivement accepté la réalisation de travaux supplémentaires sans s'y opposer formellement, ce que j'ai résumé par l'expression qu'en est-il lorsque le maître de l'ouvrage a laissé faire? Et bien, sur ce point, la Cour de cassation est inflexible. Le paiement de travaux supplémentaires n'est dû qu'en cas d'acceptation non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux.
vous ai remis l'attendu de la décision de la Cour de cassation qui se termine en indiquant cependant que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser l'acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de payer ses travaux. La demande formulée par le titulaire doit être rejetée. Et la notion d'acceptation non équivoque de travaux supplémentaires, je l'ai résumé de cette façon-là. Le droit au paiement des travaux supplémentaires en cas de marché à forfait n'est possible qu'en cas d'acceptation non équivoque, c'est-à-dire la seule solution étant l'existence d'un écrit. Le fait de laisser faire en connaissance de cause, le maître d'ouvrage ne caractérise pas cette acceptation non équivoque exigée par la Cour de cassation. Donc là-dessus, la Cour de cassation demeure droit dans ses bottes, inflexible. Le paiement de travaux supplémentaires est vraiment limité à quelques cas très précis, à savoir l'existence d'un écrit préalable. Ah, je suis passé en... Oula, pardonnez-moi. Une petite erreur de manipulation. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Une décision rendue par la Cour de cassation très récemment, un arrêt du 7 septembre 2022 sur la notion de garantie des vices intermédiaires. Pour rappel, les dommages intermédiaires sont des dommages qui ne présentent pas de gravité suffisante pour rentrer dans le champ des garanties biennales et décennales. On a pu retenir la qualification de dommages intermédiaires pour des désordres esthétiques sur un ravalement qui n'affectait pas son étanchéité, l'existence de dommages intermédiaires au titre de soulèvement de tuiles, des désordres qui affectent des peintures intérieures, puisque désormais, la peinture n'étant pas destinée à fonctionner, elle n'est pas susceptible de relever de la garantie de bon fonctionnement. Et des fissurations de carrelage également ont pu être qualifiées de vices intermédiaires au même titre que la peinture, les carrelages n'étant pas destinés à fonctionner, donc non susceptibles de relever désormais de la garantie de bon fonctionnement. Pour rechercher la responsabilité d'un constructeur sur le fondement de vices intermédiaires, et contrairement à la présomption de responsabilité qui pèse sur le constructeur, il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer l'existence d'une faute. Et bien évidemment, il faut également que le désordre n'ait pas fait l'objet de réserve à la réception, que le désordre n'ait pas été apparent lors de la réception. Donc, que soit démontrée l'existence d'une faute, contrairement à la présomption et à la notion d'imputabilité que nous avons évoquée au début de ce webinaire, et la nécessité pour le maître d'ouvrage ou le bénéficiaire de l'action d'agir dans le délai de 10 ans à compter de la réception en application de l'article 1792-4-3 du Code civil. La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si le délai de 10 ans pour agir à compter de la réception s'agissait-il d'une prescription ou d'un délai de forclusion? Et c'est toujours la question classique en droit de la construction qui sera peut-être, on l'espère, tranchée par la nouvelle réforme à venir des contrats spéciaux. En tout cas, en l'espèce, il existe toujours cette distinction entre prescription et forclusion, les deux ayant des conséquences bien différentes. Je vais rappeler la différence entre les notions de prescription et la notion de forclusion. La prescription peut être suspendue par une demande en référé et le délai recommence à courir à partir du dépôt du rapport d'expertise avec un minimum de 6 mois. C'est-à-dire que lorsque le maître d'ouvrage saisit le tribunal en référé aux fins de voir désigner un expert, dans cette hypothèse-là, lorsqu'il s'agit d'une prescription, celle-ci est suspendue pendant tout le cours de l'instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Donc, c'est-à-dire qu'elle est suspendue et elle reprend là où elle s'était arrêtée une fois le rapport d'expertise déposé avec un minimum de 6 mois. Le délai de forclusion, quant à lui, ne se suspend pas. Le délai de forclusion ne peut être qu'interrompu et lorsque un délai de forclusion est interrompu, c'est un délai de même durée qui repart à compter du prononcé de l'ordonnance. On a l'hypothèse, en cas
Donc, les juridictions ont récemment jugé que, par exemple, les délais de 10 ans de la garantie décennale étaient un délai de forclusion qui devait être interrompu qui peut être interrompu par une assignation en référé, et que c'est dans cette hypothèse-là un nouveau délai de même durée, c'est avoir un délai de 10 ans qui recourt à compter du prononcé de l'ordonnance. La Cour de cassation juge que l'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs, donc sur les vices intermédiaires, est de 10 ans à compter de la réception, et qu'elle avait constaté que l'assignation en référé délivrée le 4 avril 2007 avait interrompu le délai pour agir. La Cour d'appel a violé les textes susvisés. Donc, en effet, la Cour de cassation, dans l'hypothèse qui est soumise et qui est commentée, a rappelé la chronologie du litige, à savoir un ouvrage qui a été réceptionné le 3 octobre 2005, avec une assignation en référé valant interruption le 4 avril 2007. L'ordonnance ayant désigné l'expert ayant été rendue le 25 avril 2007, c'est un nouveau délai de même durée, à savoir un délai de 10 ans, qui a recommencé à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert, donc un délai de 10 ans pour s'achever le 25 avril 2017. Or, l'assignation au fond, datée du 4 novembre 2015, et donc la Cour de cassation a estimé que l'assignation au fond étant intervenue avant le 25 avril 2017, la demande était recevable. La solution aurait été bien différente si la Cour de cassation avait jugé que l'action sur les vices cachés était une action soumise à la prescription et non pas à la forclusion. La décision aurait été différente et les demandeurs se seraient vus opposer la prescription. Donc, l'action en garantie des vices cachés est une action soumise au délai de forclusion et non pas à un délai de prescription. Enfin, je terminerai l'analyse des jurisprudences sur une décision également du 7 septembre 2022 rendue par toujours notre troisième chambre de la Cour de cassation sous le numéro 21-21-382 qui concerne cette fois-ci la question de l'assurance dommage-ouvrage. En application de l'article L241-1 du Code des assurances, l'assurance dommage-ouvrage a pour objet de garantir les désordres de nature décennale lorsque ces derniers apparaissent postérieurement à la réception. Il y a en revanche une seule hypothèse où l'assurance dommage-ouvrage a vocation à intervenir avant la réception. C'est le cas où, avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour une exécution de ses obligations. Donc, on entend souvent que la dommage-ouvrage n'a vocation qu'à intervenir que postérieurement à la réception, mais il faut toujours avoir en tête qu'elle peut intervenir dans un seul cas, avant la réception. Donc, plusieurs conditions sont donc nécessaires pour permettre la mobilisation des garanties de l'assureur dommage-ouvrage avant la réception, à savoir, et c'est toujours le cas, que les désordres soient de nature décennale, et que existe une mise en demeure préalable qui soit restée infructueuse et qui aboutisse à la résiliation du marché de l'entrepreneur à l'origine des désordres, la liquidation judiciaire étant assimilée à une mise en demeure restée infructueuse et à la résiliation du marché. Donc, deux conditions, une mise en demeure restée infructueuse et une résiliation du marché. Et la décision commentée est importante puisque elle rappelle que la mise en demeure doit émaner uniquement du maître de l'ouvrage ou de son mandataire. Et en l'espèce, c'était non pas le maître d'ouvrage qui avait adressé la mise en demeure, mais c'était son maître d'œuvre. Et la Cour de cassation a indiqué que le maître d'œuvre, bien que mandaté pour adresser tout courrier utile aux entreprises pour l'exécution de sa mission de direction des travaux, ne s'est vu confier aucun mandat express à l'effet d'adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat. Donc, la Cour de cassation rappelle que le maître d'œuvre est mandaté par le maître d'ouvrage, mais pour certaines missions très précises, mais qu'il n'a pas de mandat express d'adresser cette mise en demeure. Et en l'espèce, la Cour de cassation a donc considéré que la mise en demeure préalable adressée par le maître d'ouvrage était nulle et non avenue, était inexistence. Or,
En cas de résiliation et donc en cas de résiliation du marché sans mise en demeure préalable, ce qui était le cas, les conditions d'application de la garantie de l'assureur des eaux avant réception n'étaient pas réunies. Effectivement, dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage avait résilié le marché, mais en l'absence de mise en demeure valable adressée par le maître d'ouvrage, les deux conditions cumulatives de l'application de l'assurance des eaux avant réception n'étaient pas réunies et le maître d'ouvrage ne bénéficiait pas des conditions de garantie de l'assureur des eaux. Donc voilà, vraiment une décision importante sur la question du mandat, sur le fait de savoir qui doit adresser les déclarations de sinistre ou les mises en demeure. Il faut toujours avoir en tête qu'à défaut de mandat express, c'est le maître d'ouvrage qui demeure compétent pour adresser ces différents courriers. J'en ai terminé avec les 9 décisions rendues ces derniers mois par la Cour de cassation qui nécessitaient, selon moi, de s'y attarder quelques instants. Je poursuivrai, comme ça vous a été indiqué, par une actualité réglementaire dont on a entendu parler au regard de la date à laquelle l'ordonnance numéro 2022-1076 a été rendue, puisqu'elle date du 29 juillet 2022, en plein cœur de l'été. Donc cette ordonnance vise à renforcer le contrôle des règles de la construction. Elle a été publiée au journal officiel du 30 juillet 2022 et elle a été prise en application de l'article 173 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Cette ordonnance est très importante puisqu'elle mettra à la charge du maître d'ouvrage de nouvelles obligations en matière d'attestation lorsqu'il fera construire un nouveau bâtiment. Donc, des nouvelles attestations qui seront sollicitées au stade de l'édification du permis de construire, mais aussi bien au stade de l'achèvement des travaux. C'est l'article 3 de cette ordonnance-là. Je ne l'ai pas reproduite en entier, c'est assez fastidieux à lire, mais les quelques articles qu'on peut extraire, qui ne renvoient pas d'autres articles, sont assez limpides sur les obligations qui porteront désormais sur les attestations à la charge du maître d'ouvrage. Donc, au stade de la demande du permis de construire, le maître d'ouvrage devra fournir un document attestant du respect, et ce, dès la conception, donc des exigences énergétiques et environnementales, des règles relatives au risque sismique selon le niveau de sismicité et des règles relatives au risque cyclonique si nécessaire. Donc, on a surtout la première clause qui oblige le maître d'ouvrage, alors ce sera souvent à l'aide d'un document établi par le maître d'œuvre ou des bureaux d'études, devra justifier au stade du permis de construire avoir respecté l'ensemble des exigences énergétiques et environnementales. Au stade de l'achèvement, le maître d'ouvrage devra fournir cette fois un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale. Il devra également fournir une attestation relative au respect des règles de prévention des risques liés au terrain argileux, prévues aux articles 132-4 et L132-9 du Code de la construction et de l'habitation. C'est ce qu'on appelle l'attestation retrait-gonflement des argiles lorsque le terrain est situé dans une zone particulièrement sensible à ce type de mouvement de sol qui apparaissent de plus en plus compte tenu des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols. Donc voilà, c'est l'attestation retrait-gonflement des argiles qui est un des points importants que devra produire le maître d'ouvrage lorsque l'ouvrage sera achevé. Et en contrepartie, pour simplifier les choses, l'attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie ne sera plus demandée. Les articles 4 et 7 de l'ordonnance précisent quant à eux les conditions dans lesquelles les contrôles des constructions en cours ou achevées s'exerceront. Et là, on se rend compte à la lecture de ces articles-là que les contrôles seront effectivement très importants, avec une possibilité pour les personnes, les fonctionnaires ou les agents publics habilités à des contrôles très importants, donc aussi bien en cours de construction ou postérieurement à l'achèvement. Puisqu'on voit que les agents pourront se faire communiquer et prendre copie de tout document technique se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments dans les conditions fixées par décret. Donc, on parle de construction, de rénovation, de démolition des agents assermentés
pourront intervenir sur un chantier et solliciter la communication de l'ensemble des documents se rapportant aux règles de la construction. C'est un droit de visite et de communication qui s'exercera donc pendant une durée de 6 ans après l'achèvement des travaux, c'est-à-dire que alors la notion d'achèvement et de réception ne sont pas forcément les mêmes, mais les deux sont souvent concomitantes, plus ou moins. Donc il faut avoir en tête que pendant 6 ans, un maître d'ouvrage, un propriétaire, si un nouvel acquéreur, pourra se voir solliciter de la part d'agents assermentés la communication de l'ensemble des documents relatifs à la construction. Ce droit de contrôle donc s'exerce entre 6h et 21h, en dehors de 16h lorsque les lieux sont ouverts au public. Lorsqu'il s'agit de personnes privées, les contrôles s'exerceront de la même façon, avec une présence toutefois obligatoire de leur occupant et leur assentiment. Si l'occupant refuse le droit de visite des agents assermentés, le juge des libertés du tribunal judiciaire sera habilité à autoriser le personnel à réclamer l'ensemble des documents réclamés. En cas de non-respect de l'autorité administrative, lorsque les travaux sont en cours, les travaux pourront être suspendus jusqu'à ce que la situation de l'intéressé ait été régularisée. Et d'autres sanctions pénales seront également applicables, donc des sanctions financières, ou aussi, lorsqu'il s'agit de professionnels de la construction, une possibilité d'interdire d'exercer une profession pendant plusieurs années, respect des règles liées à la construction. Donc cette ordonnance du 22 juillet sera en vigueur pour l'article 3, à savoir sur l'obligation de fournir les attestations à partir du 1er janvier 2024. Les autres dispositions, à savoir les sanctions et les possibilités de contrôle définies aux articles 4 et 7, entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, mais au plus tard le 1er janvier 2024. Voilà, donc un renforcement des contrôles en matière de respect des normes de construction à la charge qui pèsera sur les constructeurs, à savoir les maîtres d'ouvrage, mais aussi toutes les personnes présentes sur un chantier. Voici, j'en ai terminé de ce nouveau webinaire. Je reste bien évidemment à votre disposition s'il y a quelques petites questions qui s'affichent. Sinon, je laisse les intervenants reprendre la main. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Oui. Puis à très bientôt. Au revoir. Bah, écoutez, maître, je vous remercie donc, pour cette présentation très claire de la jurisprudence et de cette ordonnance. Bon, visiblement, les participants sont du même avis que moi, puisque bien, il n'y a aucune question qui a été posée, donc j'imagine que tout était clair et visiblement exhaustif dans votre présentation. Écoutez, voilà, bah, je vous remercie donc d'avoir assisté à ce webinaire. On attend peut-être quelques instants si finalement certains participants souhaitent poser des questions. Et donc, en tous les cas, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous expert, opération immobilière et moniteur juriste. Bon, écoutez, donc je vois pas de questions. Bon, écoutez, dans ce cas, nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci à vous, Merci, maître, pour votre participation et merci à tous les participants. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, maître.